Le cliquetis des verres était le genre de son que l'on entend à tous les mariages. Ordinaire et familier. Presque réconfortant, les bougies scintillaient contre le bois poli du club des officiers à Fort Bragg, projetant une lumière chaude à travers la salle. Pendant un moment, tout semblait calme, nappe blanche, couvert en argent, le faible bourdonnement d'un quatuor à cordes. Mais sous cette immobilité, une tension pesait sur ma poitrine, silencieuse mais lourde. Comme le poids de quelque chose qui manquait, je me tenais dans ma robe, la soie ivoire cascadant jusqu'au sol, la main d'Ethan effleurant la mienne. Il avait l'air stable, serein, un homme de la marine, même en costume. Autour de nous, des camarades soldats formaient un cercle d'honneur, frères et sœurs d'armes en train de saluer, comme si cette union faisait partie d'une mission plus grande. Les drapeaux, les uniformes, la tradition, c'était un mariage marqué par la cérémonie, le respect et le service. Et pourtant, chaque fois que mes yeux se posaient sur la rangée de sièges réservés à la famille, je ne voyais que du vide. Les rubans blancs noués soigneusement autour des chaises semblaient se moquer de moi, comme des placeholders pour des personnes qui avaient choisi de ne pas venir. Pas de père ajustant sa cravate, pas de mère essuyant ses yeux avec un mouchoir, pas de frère debout avec fierté. Juste de l'air là où l'amour aurait dû résider. J'essayais de noyer la douleur dans des gestes routiniers, sourire pour l'appareil photo, tenir le couteau fermement, me pencher près d'Ethan tandis que nous coupions le gâteau. Des rires emplissèrent la salle. Mais chaque son ricochait contre l'espace creux en moi, puis, de la couture cachée de ma robe, une vibration retentit. Au début, je l'ignorais. Un autre bourdonnement, puis un autre. Finalement, je glissai ma main dans la poche et en sortis le téléphone. L'écran brillait vivement contre la lumière tamisée de la salle. 36 appels manqués de maman. Un nouveau message. Nous devons parler. Tout de suite. Je me figeai, mon cœur bégaya contre mes côtes, le verre de champagne tremblant dans ma main. Des mois de silence, des mois de rejet, tout culminant dans leur absence ce jour-là, et soudain, du désespoir, de l'urgence. Pourquoi maintenant? Je forçai un rire pour les inviter. Levai mon verre plus haut et prononçai des mots de gratitude qui semblaient répétés, détachés, presque étrangers. La salle explosa en acclamations, mais je les entendis à peine. Mon esprit restait fixé sur l'éclat de cet écran. Les questions sans réponse, se déversant plus vite que je ne pouvais les contenir. Si vous avez déjà été rejeté par votre famille, vous savez que cela ne s'annonce pas avec un claquement de porte. Cela arrive discrètement, par des omissions, par des silences, par des rangées vides lors du jour le plus important de votre vie. Cela coupe plus profondément que des éclats d'obus, car ce n'est pas le feu de l'ennemi, mais l'indifférence de votre propre sang qui vous blesse. La main d'Ethan stabilisa à nouveau la mienne, une encre silencieuse. Il ne posa pas de questions, il n'en avait pas besoin. Il savait que quelque chose en moi avait changé, et je le savais aussi. Ce qui m'attendait au bout de ces 36 appels était plus qu'un message. C'était un règlement de compte. L'éclat de mon téléphone cette nuit-là me ramena en arrière, au-delà du champagne et des chaises vides, vers les années où la fracture avait commencé. Bien avant d'être le major Rachel Morgan, j'étais juste une fille dans une petite ville d'Oklahoma, élevée à l'ombre d'un père marine et d'une mère qui portait à la fois douceur et fermeté dans ses mains en tant qu'infirmière. Notre maison était un endroit où la discipline était l'air que nous respirions, où les attentes marchaient plus fort que n'importe quel mot d'amour. Et au centre de ce foyer se tenait mon jeune frère Tyler, 3 ans de moins que moi. Il était tout ce que mes parents semblaient rêver. Épaules larges, charmant, une star sous les lumières du vendredi soir avec un ballon de football coincé sous le bras. Les entraîneurs l'appelaient l'avenir. Les voisins le félicitaient. Les filles faisaient la queue pour lui tenir la main. Mon père Thomas prononçait son nom avec une fierté qui remplissait des pièces entières. Ma mère Linda tenait des albums de coupures de journaux sur lui, ses yeux brillants à chaque mention de ses touchdowns. Moi, en revanche, j'appris à remporter mes victoires en silence. Des notes excellentes, des sociétés d'honneur, le programme ROTC qui m'avait finalement valu une bourse pour West Point. Chaque réussite rangée soigneusement, notée d'un bref hochement de tête. Un bon travail, prononcé comme une formalité. Tyler était le soleil. J'étais une étoile stable qui brillait faiblement dans son orbite, rarement remarquée. Le jour de ma remise de diplôme à West Point aurait dû être le moment où il me voyait, vraiment me voyait. L'uniforme cadet gris repassé à la perfection, les sabres polis. La longue marche à travers le terrain, tandis que mon nom était appelé.
Mais quand je regardais dans les tribunes, cherchant leur visage, les sièges étaient vides. J'apprendrai plus tard qu'ils avaient plutôt pris l'avion vers l'ouest pour suivre un autre match de football de Tyler en Californie. Ce creux dans ma poitrine ne s'était pas formé du jour au lendemain. Il avait été sculpté année après année, absence après absence, jusqu'à ce que je commence à croire que l'invisibilité était mon rôle dans la famille. Je portais la discipline qu'il prisait, l'honneur dont il parlait. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, je n'étais jamais assez pour être choisie plutôt que Tyler. Si vous vous êtes déjà senti comme l'enfant oublié, vous savez que ce n'est pas le silence en soi qui vous brise. C'est de réaliser que le silence est intentionnel. Ce jour-là, à West Point, avec le terrain de parade s'étendant à l'infini devant moi, je sus avec certitude que dans leur histoire, j'étais la fille laissée pour compte. Ce jour-là, à West Point, m'avait marqué de façon que je ne comprenais pas encore. Si ma famille ne pouvait pas me voir, alors je me taillerais une place où je ne pourrais pas être ignorée. L'armée devint cet endroit, ce qui avait commencé comme une échappatoire à l'absence devint bientôt le terrain où je me construisais brique par brique, sous le feu et sous serment. L'Afghanistan fut l'endroit où j'appris les bords bruts de la vie et de la mort. J'avais 24 ans, à peine sorti du cadet gris, quand un convoi que je commandais fut pris en embuscade à Kandahar. La poussière s'élevait en épais nuages, les coups de feu résonnaient, et les décisions devaient être prises en un battement de cœur. C'est là que je tirai le capitaine Marcus Hale des décombres d'un véhicule en feu, mes mains boursouflées, mes poumons brûlés par la fumée. Il plaisanterait plus tard en disant que je l'avais traîné de force dans le monde par pure obstination. Mais à partir de ce jour, Marcus devint plus qu'un collègue officier. Il était le frère que je n'avais jamais eu à la maison, dans les trous d'obus et les baraquements improvisés, à travers les silences et les rations partagées. Nous apprîmes à nous faire confiance pour tout, y compris le poids que nous portions à l'intérieur. L'armée m'avait donné ce que mon sang ne m'avait jamais offert, une famille liée, non par l'attente, mais par la loyauté. Chaque salut, chaque épaule contre laquelle s'appuyer dans l'épuisement, chaque main tendue quand la nuit semblait trop longue. Cela construisit un foyer plus solide que n'importe quel mur en Oklahoma. Dans cette fraternité, je n'étais pas invisible, j'étais nécessaire, j'étais assez. C'est lors d'un exercice d'entraînement conjoint à Norfolk que je rencontrai Ethan Walker pour la première fois, un homme de la marine aux yeux stables. Il se portait avec la confiance tranquille de quelqu'un qui avait aussi vu le coût du service. Mais ce qui me déstabilisa le plus, c'est à quel point il semblait me percer à jour rapidement. Là où les autres ne remarquaient que le grade et les médailles, il remarquait les pauses entre mes mots, les ombres qui traversaient parfois mon visage. Il ne reculait pas devant elles. Il ne me demandait pas de les enterrer. Il restait simplement. Ethan m'avait dit un jour, « La force n'est pas seulement ce que tu portes sur tes épaules, Rachel. C'est aussi ce que tu laisses quelqu'un d'autre porter pour toi. » En sa présence, j'appris à desserrer des poings que je ne savais pas avoir serrés. Sous son regard, je n'étais plus la fille oubliée ou la soldate endurcie, j'étais une femme digne d'être aimée exactement telle que j'étais. La demande en mariage d'Ethan ne vint pas sous des lustres ou à la lueur des bougies, mais au cœur de l'endroit qui nous avait façonnés tous les deux. Nous étions de retour à la base après un exercice de terrain épuisant, nos uniformes portant encore la poussière du jour. Il mit un genou à terre là, dans la cour des baraquements, le drapeau américain claquant au-dessus de nos têtes dans le vent du soir. Pendant un battement de cœur, le monde se fit silencieux. Puis la cour explosa. Mes soldats, ma famille, crièrent un tonitruant « Houah !», leur voix résonnant contre le béton et le ciel. Pour la première fois, je ressentis une joie si pure qu'elle faillit noyer des années de silence. Cette nuit-là, mes mains tremblèrent, tandis que je composais le numéro que j'avais mémorisé depuis l'enfance. Cela faisait des mois que je n'avais pas entendu leur voix, mais je portais l'espoir comme une flamme fragile entre mes paumes. Peut-être que cette fois serait différente. Peut-être que c'était une nouvelle trop grande, trop lumineuse pour qu'ils l'ignorent. La ligne cliqua et ma mère répondit. Je lui racontai tout. Comment Ethan s'était agenouillé, comment la bague avait capturé la dernière lumière du jour, comment les gens qui avaient combattu à mes côtés avaient crié jusqu'à ce que leur voix se brise. J'attendis qu'elle partage mon excitation, qu'elle me fasse me sentir à nouveau comme sa fille. Au lieu de cela, elle soupira, presque distraite. « Oh, c'est gentil, Rachel. Mais Tyler vient d'être sélectionné pour l'équipe nationale. Peux-tu le croire? Nous organisons une fête la semaine prochaine. Tout le monde sera là. » Les mots atterrirent comme de l'acier froid. Ma joie,
si pleine, si brute, s'effondra vers l'intérieur, chassée par l'orbite infinie du projecteur sur mon frère. Ce n'était pas de la colère qui montait en moi alors, mais quelque chose de plus profond, de plus lourd, le poids familier d'être invisible. Je murmurai un félicitation. Je ne le pensais pas vraiment. Je raccrochai le téléphone et m'assis dans la lumière tamisée de mes quartiers, la bague à mon doigt brûlant comme une question. Pourquoi leur fierté n'avait-elle jamais de place pour moi? Pourquoi chaque triomphe semblait-il emprunté fugace, comme si je m'immisçais dans une histoire qui n'était jamais la mienne? Ethan me trouva là plus tard, silencieuse, fixant ma main. Il ne me pressa pas de parler. Il s'assit simplement à côté de moi, sa présence stable et ancrée, et dans ce calme, je réalisais quelque chose que je ne m'étais pas autorisée à admettre. Peu importe ce que j'accomplissais, pour eux, je serais toujours seconde après Tyler. La bague à mon doigt aurait dû être l'encre qui me stabilisait. Mais tandis que les plans du mariage prenaient forme, cette vieille inquiétude revint. Ethan et moi gardâmes les choses simples. Une cérémonie intime à la base, entourée de gens qui avaient combattu à nos côtés, des gens qui comprenaient le sacrifice et la loyauté. Nous envoyâmes des invitations à ma famille aussi, même si une voix discrète en moi murmurait de ne pas en attendre beaucoup. L'espoir est tenace. Il s'accroche même quand il a été meurtri 1000 fois. Puis la nouvelle tomba comme un obus explosant au milieu de tout ce que nous construisions. Tyler annonça ses fiançailles, pas n'importe quelle fiançailles, mais un événement grandiose et scintillant à Dallas. La date, exactement la même que la mienne. Je fixai l'annonce étalée sur les réseaux sociaux. Lustre, salle de bal d'hôtel de luxe. Sa bague en diamant scintillant sous la lumière de la caméra. Le sourire large de mon frère. Mes parents debout à ses côtés comme si le monde leur appartenait. L'appel arriva peu après. La voix de ma mère était presque apologétique, mais pas assez. Rachel, pourrais-tu être flexible avec ton mariage? L'événement de Tyler est déjà réservé. Les dépôts payés. Ça n'aurait pas de sens de faire concurrence. Tu peux toujours choisir une autre date. Une autre date. Comme si mes vœux, mon amour, ma vie pouvait simplement être reprogrammée autour du projecteur de mon frère. Je mordis ma langue, jusqu'à ce que le goût cuivré du sang remplisse ma bouche. Mais le couteau s'enfonça plus profondément encore. Melissa Brooks, ma plus proche amie depuis l'université, celle que j'avais choisie comme demoiselle d'honneur, celle qui avait promis de se tenir à mes côtés à l'hôtel, appela pour expliquer. Sa voix hésita, mais sa décision était claire. Elle avait accepté d'animer la célébration de Tyler. C'est une grande opportunité. Rachel, des connexions, de l'exposition, tu comprends, n'est-ce pas? Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas. Ma gorge se serra, le silence entre nous s'étirant comme du fil barbelé. La trahison n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle arrive discrètement, enveloppée de mots polis et de sourires, vous laissant vide avant même que vous ne réalisiez les dégâts. À cet instant, je compris quelque chose avec une clarté profonde comme les os. Non seulement ma famille avait choisi Tyler à nouveau, mais même la sœur que je pensais avoir choisie pour moi-même avait franchi la ligne pour se tenir dans sa lumière. Je me retrouvais à fixer ma robe de mariée accrochée dans le coin de mes quartiers, son tissu blanc capturant la lumière tamisée. Pour la première fois, elle ressemblait moins à une promesse qu'à une question. La répétition était censée apaiser mes nerfs, mais au lieu de cela, elle me vida davantage. Les roses destinées à la famille restaient dans un silence stark, leur vide plus bruyant que n'importe quel cœur. J'avais gardé un fil ténu d'espoir que mon père pourrait encore apparaître, me surprendre avec un geste de fierté. Au lieu de cela, un message vocal bref arriva. « Je ne peux pas venir, Rachel. » J'ai promis à Tyler de l'aider avec les préparatifs finaux. Ces mots étaient professionnels, efficaces, comme si je n'étais rien de plus qu'un conflit d'horaires. L'absence de Melissa fut expliquée par un texto vague. Quelque chose d'urgent est survenu. Tellement désolée. Pourtant, quand je fis défiler Instagram plus tard, son sourire me brûla à travers l'écran. Radieux, dans un miroir de boutique, tandis qu'elle essayait des robes aux côtés de la fiancée de Tyler. Aucune excuse ne pouvait émousser la pointe de cette trahison. Pendant un moment, tout menaça de me briser. La robe, les vœux, la vie dans laquelle je m'engageais, tout semblait fragile. Comme du verre trop finement pressé, mes genoux faillirent flancher sous le poids d'être indésirables. Et puis, de l'autre côté de la salle de répétition, une voix familière m'ancra. Rachel Morgan ne se tient pas seule. Je me tournai pour voir Marcus Hale, son uniforme impeccable, sa femme à ses côtés, tous deux ayant volé depuis la Californie,
Ses yeux ne contenaient pas de pitié, seulement de la certitude. Si ton père ne te conduit pas à l'hôtel, dit-il, stable comme toujours, alors je le ferai, parce que la famille, celle qui compte, ne te laisse jamais derrière. Quelque chose en moi se brisa alors, mais ce n'était pas du désespoir. C'était la libération discrète de savoir que je n'étais pas abandonnée. Pas complètement. Le lendemain, quand les portes s'ouvrirent et que la musique enfla, j'avançai dans ma robe blanche, mon bras lié à celui de Marcus. Ses médailles scintillaient sous les lumières de la chapelle, tandis qu'il me guidait devant la rangée vide, qui aurait dû être remplie de parents de sang, et puis, comme une vague qui déferle, mes soldats se levèrent comme un seul homme, bottes claquant, mains levées à leurs sourcils en un salut parfait. L'air vibra de respect, non d'absence. Chaque siège vide, chaque trahison, chaque silence, tout se brouilla contre le tonnerre de loyauté qui emplissait la salle. À cet instant, je compris que la famille que l'on choisit, celle qui se tient debout, vaut plus que celle qui s'en va. Les applaudissements de mes soldats résonnaient encore dans ma poitrine. Longtemps après que les vœux eurent été prononcés, la main d'Ethan était chaude dans la mienne, et pour la première fois depuis des années, je me sentis ancrée, entière, entourée de gens qui choisissaient de se tenir avec moi. Les rires pendant le dîner, les toasts discrets, le cliquetis des verres, tout cela ressemblait à un baume sur des blessures que j'avais portées trop longtemps, mais la joie a une façon d'être fragile. Tandis que le couteau coupait la première tranche de notre gâteau de mariage, mon téléphone vibra sur la table. Au début, je l'ignorais, choisissant de me perdre dans le sourire d'Ethan. Puis je jetai un coup d'œil, et mon estomac se noua. 36 appels manqués, tous de ma mère. Cela me hanta tout au long de la soirée. Ce barrage de sonneries sans réponse. Quand la salle se fit silencieuse et que les invités s'éclipsèrent, je sortis enfin dans l'air frais de la nuit et rappelai. Ma mère répondit à la première sonnerie, sa voix tremblant non de joie, mais d'accusation. Rachel, comment as-tu pu nous exclure comme ça? Ton frère nous a montré les emails, les messages où tu lui disais que nous n'étions pas les bienvenus, que tes soldats étaient ta seule famille. Nous sommes restés à la maison, humiliés, pensant que tu ne voulais rien avoir à faire avec nous. Ma gorge se dessécha. C'était un mensonge si audacieux qu'il me coupa presque le souffle. Taylor avait piraté mes comptes, forgé des mots que je n'avais jamais écrits, tordu ma loyauté en rejet. Et mes parents, si prompts à le croire, si peu enclins à me voir, avaient accepté la fabrication sans question. J'essayais d'expliquer, mais les dégâts étaient déjà faits. Le silence de mon père pesait lourd sur la ligne. Les sanglots de ma mère teintés de colère. Ils avaient choisi son histoire plutôt que ma vérité. Plus tard, j'entendis ce qui s'était déroulé lors des grandes fiançailles de Tyler à Dallas. Au milieu de la célébration, sa fiancée était tombée sur les vrais emails. La trace de tromperie qu'il avait laissée derrière lui, devant la foule. Elle arracha la bague et lui dit qu'elle n'épouserait pas un homme qui trahissait sa propre sœur. Des halètements, des murmures, l'effondrement de son image parfaite. Sa chute illumina les mêmes flux sociaux qui avaient autrefois paradé ses triomphes. Et pourtant, rien de tout cela ne me rendit ce qui avait été perdu. Ma famille avait abandonné mon jour de mariage. Aucune excuse, aucune révélation ne pouvait effacer les sièges vides devant lesquels j'avais marché. Cette absence résonnerait toujours plus fort que leur regret tardif. La suite d'hôtel sentait faiblement le café et les roses fanées quand j'entrai. Mes parents étaient déjà là, leurs visages tirés, leurs yeux rougis. Pendant un moment, je les vis non comme les figures qui avaient dominé mon enfance, mais comme deux personnes fatiguées qui avaient perdu pied. Les mains de ma mère tremblèrent, tandis qu'elle tendait les siennes vers les miennes, sa voix se brisant. « Rachel, nous sommes désolés. Nous avons été aveugles. Nous avons favorisé Tyler si longtemps que quand il parlait, nous le croyions sans question. Nous pensions protéger le fils qui avait le plus besoin de nous. Nous n'avons pas vu ce que nous te faisions. » Les yeux de mon père s'emplirent de larmes, mais les mots ne m'apaisèrent pas. Ils arrivaient trop tard, après trop de silence. Je soutins leur regard, ma voix stable, bien que ma poitrine se serre. Vous n'avez pas seulement cru en lui, vous m'avez abandonné le jour où j'aurais dû compter. Comprenez-vous que j'ai marché dans cette allée sans vous et que rien ne peut changer cela? Leurs larmes coulèrent plus fort, mais je ne pliai pas. Pour une fois, je ne me repliai pas pour m'adapter à leur version de la famille. Je n'ai pas besoin d'excuses faciles, continuai-je. Si vous voulez que je fasse partie de vos vies, alors quelque chose doit changer. Un vrai changement, de la thérapie pour nous tous. Et Tyler, il a besoin d'aide, une vraie intervention.
Pas de l'indulgence. Le silence s'étira longuement, brisé seulement par le sanglot de ma mère. Mon père hocha lentement la tête. Sa fierté brisée. Si c'est la seule façon, alors nous le ferons, murmura-t-il. Mais j'avais déjà tracé la ligne. Mon avenir n'était plus le leur à dicter. Ethan m'attendait en bas, sa main stable, sa présence suffisante. Mes soldats s'étaient tenus plus grands pour moi que mon sang ne l'avait jamais fait. Et dans cette vérité, je compris enfin que la famille n'est pas une question de qui partage ton nom de famille, c'est une question de qui refuse de partir quand le monde le fait. Tandis que je me tournais pour partir, mes parents appelèrent mon nom, leur voix lourde de regret. Je ne me retournai pas par colère, mais par finalité. Certaines blessures peuvent cicatriser, d'autres peuvent guérir, mais seulement si le saignement s'arrête. Cette nuit-là, je sortis de l'hôtel et entrai dans l'obscurité silencieuse, ma main trouvant celle d'Ethan. Pour la première fois, je sentis le poids se lever. Ma vie était mienne maintenant, à construire non sur l'absence, mais sur la loyauté, non sur le sang, mais sur l'amour qui choisit de rester. Si cette histoire a touché quelque chose de profond en vous, j'aimerais entendre vos pensées. Partagez dans les commentaires comment elle vous a fait vous sentir. Et dites-nous d'où dans le monde vous regardez. Vos voix et vos histoires comptent ici. N'oubliez pas de vous abonner à Rêve de Vengeance pour ne pas manquer le prochain voyage puissant que nous partagerons ensemble.